Donc je suis en compagnie d'Estelle Faye qui est l'autrice notamment de la saga de Bohêne, donc avec Les Seigneurs de Bohêne et là récemment Les Révoltés de Bohêne qui a été publié en poche chez Folio SF. Et déjà Estelle, merci beaucoup de nous recevoir pour l'interview. Donc on est aux Imaginales 2022 et Estelle, première question, pourquoi c'était important pour toi de décrire dans Seigneurs de Bohêne, grosso modo, la chute d'un empire? En fait, je suis une très très grande fan des grandes sagas de dark fantasy avec des énormes volumes qui étaient ceux que je lisais pendant les vacances d'été, quand j'avais des vacances d'été, c'est-à-dire quand j'écrivais pas encore. Et j'avais vraiment envie d'en écrire une, moi, un jour, parce que c'est clairement l'une des choses qui m'ont formée. Et après, en discutant au fil des tables rondes, comme aux Imaginales, moi vraiment, c'est les discussions qui me font progresser. Je me suis rendu compte que ce qui me faisait vibrer dans la vie, c'était pas tant le grand combat contre le mal, ou des gens qui se battent pour un trône, ou donc le petit orphelin qui va arriver au sommet du royaume. C'est les histoires de révolution, de peuples qui se libèrent. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je dois mettre dans une saga. C'est ça que, quelque part, j'ai pas assez en fantaisie autour de moi, c'est peut-être ça que je dois écrire. Voilà, et c'est de là que c'est parti. Parce que dans Seigneurs de Bohêne, donc on va suivre par exemple une révolutionnaire au sein de la capitale de l'Empire. On a une aristocrate face à des vaisseaux noirs. On a des mercenaires. Donc on a beaucoup de personnages qui, on va spoiler légèrement, même si on comprend que dans le Seigneur de Bohêne, l'Empire est déjà moribond. Donc en fait, on sait au bout de 100 pages qu'il va s'effondrer. Du coup, on a les Révoltés de Bohêne. Et les Révoltés de Bohêne, c'est 15 ans plus tard, c'est ça. Et tout a dérapé. Donc de base, on veut renverser l'Empire pour rendre le monde meilleur. Et dans les Révoltés, ça part dans tous les sens. Ça n'a pas très bien marché. En fait, je suis aussi une grande fan d'histoire avec un grand H. Et pour les Seigneurs de Bohêne, je suis partie sur beaucoup de fins d'Empire, de fins de royaume. Je me suis vraiment beaucoup documentée. Alors l'inspiration de base, c'est la Bohême-Moravie entre le 12e et le 14e siècle. Mais si vous ne connaissez pas, c'est pas grave. Ça, c'est en Europe de l'Est, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est Europe centrale, Europe de l'Est. Donc c'est aussi pour ça que tout le surnaturel, il est beaucoup basé sur ces régions-là. Et en gros, c'est comment il y avait un royaume qui était super puissant, qui avait le commerce sur les grands fleuves, qui avait justement une grande mine d'argent et tout ça, et qui s'est complètement délité. Et j'avais aussi travaillé sur les fins d'Empire pour ma saga La Voix des Oracles. Enfin, c'est vraiment des choses qui me passionnent. C'est comment peut y avoir une civilisation super puissante et puis tout s'écroule. Et l'une des choses que je trouve passionnante, c'est que quand on l'étudie avec le recul, on voit que tous les signes étaient là. Mais pour beaucoup de gens qui le vivaient, et a fortiori pour ceux qui avaient le pouvoir, ils ne le voyaient pas en fait. Ils ne voyaient pas que leur monde allait finir. Donc ça, c'est vraiment le premier Bohêne. Et pour le deuxième, en fait, je ne comptais pas forcément l'écrire, c'est vraiment venu des demandes de lecteurs. Là, je me suis documentée sur ce qui se passe après les révolutions. Et sur ce qui se passe, en fait, une fois, entre guillemets, que les gentils ont gagné, quoi. Sauf que c'est jamais aussi simple. Et après les révolutions, après les guerres d'indépendance en Amérique latine aussi, enfin, c'est vraiment là-dessus que je suis partie. J'ai beaucoup travaillé ça, et forcément, ça a donné une couleur plus sombre au livre, parce qu'il y a toujours, en fait, un backlash, un retour en arrière après. Et comment on fait, malgré ce retour en arrière, pour garder espoir, pour continuer à se battre. Et c'est de ça que parlent les Révoltés. Donc pour toi, il y aura toujours de l'obscurantisme à la suite d'une grande révolution, à la suite d'un empire? C'est vraiment tout ce que j'ai vu en fait, c'est que c'est pas aussi simple, il y a toujours une période de trouble. Après, notamment aussi, j'avais parlé à l'époque avec ma belle-sœur des Printemps Arabes, comme elle est d'origine tunisienne. Okay. Donc c'était quelque chose qui était encore très vif, très frais à l'époque, a fortiori pour elle. Voilà aussi, je m'intéresse beaucoup à l'Amérique latine, je suis une grande fan de littérature, donc réalisme magique sud-américain, tout ça. J'ai voyagé au Chili, en Bolivie, enfin c'est des pays que j'adore et qui sont une inspiration d'une partie de l'univers de Bohêne, sans trop en dire. Et voilà, c'est pareil, c'est comment quand il y a un grand élan comme ça, vers la liberté, vers la justice. Après, il y a toujours quand même des forces contraires qui reviennent, qui viennent remettre en jeu tout ce qui a été fait. Et ça ne veut pas dire que tout est perdu, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de révolution. Juste, il faut savoir qu'on ne va pas tout gagner d'un coup de baguette magique, en fait. Et qu'il faut malgré tout avoir la force, l'énergie, le courage de reprendre le combat. Et c'est, voilà, le deuxième Bohêne, il est vraiment là-dessus. Après, pour moi, alors je ne sais pas ce qu'en pense le lecteur, parce qu'il y en a qui le trouvent vraiment très sombre, d'autres un peu moins quand même, mais j'essaye toujours dans mes romans de garder de l'espoir, malgré tout. Même quand c'est hyper sombre, qu'il y ait toujours
cette petite étincelle qui est toujours cet espoir. Bah, ça se finit comme ça, notamment dans Seigneur de Bohème. Voilà. On se dit, en fait, si tu n'avais pas écrit la fin, on pourrait se dire le monde va être heureux et tout est beau. Là, il y a quand même quelques petits indices. Il y a des petits indices. Il y a un ou deux personnages, on sent qu'ils vont pas hyper bien dans leur tête, je Ouais, pense. c'est ça. Bah, Par exemple, le personnage de Sainte-Étoile, Ouais, les personnages 15 ans sont plus tard, donc, qui était un mercenaire, qui a commandé pour essayer de renverser l'Empire, qui a perdu son amant. Et du coup, bah là, c'est la quête un peu de l'amoureux transit qui cherche à retrouver l'amour. Enfin, comment tu perçois le personnage de Sainte-Étoile? En fait, Sainte-Étoile, 15 ans plus tard, donc micro-spoiler, mais ça, c'est surtout quelqu'un qui cherche désespérément à s'accrocher à un passé, en fait, et à retrouver un passé envers et contre tout, et qui n'arrive pas à faire son deuil, qui n'arrive pas à lâcher prise. Donc oui, il y a cette quête d'un amour disparu, mais c'est plus qu'un amour, en fait, parce que la personne qui l'a perdu, c'est vraiment l'une des grandes figures de la première révolution. Donc c'est toute cette inspiration aussi, c'est vraiment... Voilà, le personnage qui a perdu Sainte-Étoile, pour beaucoup de gens dans l'Empire, il s'est sacrifié, mais quelque part, il est encore là. Il est encore là dans l'esprit des gens, il est encore là dans l'inspiration des gens, clairement. Mais de toute manière, dès le premier Bohème, on sent qu'en fait, lui, il sait qu'il va finir en martyr, et il accepte de finir en martyr pour sa cause. Mais simplement, Sainte-Étoile, lui, il l'accepte pas. Et il ne va pas accepter cette mort, il ne va pas accepter ce deuil, il ne va pas accepter que quelque part, c'est un choix qu'a fait ce personnage. Et il refuse ce choix, et ça va l'entraîner, ce refus, sur une pente qui est assez sombre. Et tu t'es inspiré d'un personnage de littérature pour ça, pour ce personnage, parce que c'est quand même un propos assez fort. Bah en fait, c'est beaucoup plus des réflexions aussi sur justement notre rapport au passé, sur notre rapport à nos idéaux de jeunesse aussi, puisqu'il y a 15 ans qui sont passés entre les deux. Donc les personnages qui étaient assez jeunes dans le premier, ils ont vieilli. Et voilà, moi aussi, donc j'ai toujours un entourage avec beaucoup de gens très engagés, très idéalistes. Et pour beaucoup, il était déjà quand ils avaient 20 ans et quelques. Mais comment, quand on a été aussi très engagé, très idéaliste, quand on a 20 ans, qu'est-ce que ça fait en fait 15 ans, 20 ans plus tard? Et c'est des questionnements que je pense, à fortiori dans ma génération, on est beaucoup à se poser et tout. Et c'est ces questionnements-là en fait qui résonnent dans le livre. Donc c'est pas tant une figure précise que des questionnements plus généraux. Et puis aussi quand on voit, donc, quand on étudie les révolutions et tout ça, comment des grandes figures révolutionnaires se sont perdues pour certaines et ont eu des trajectoires finalement assez sombres, alors qu'à la base ils partaient quand même pour faire une aventure merveilleuse. Oui, c'était le bien, faire le bien avant tout. Voilà, c'était vraiment des aventures pour la liberté, la fraternité, la justice, et certains ont gardé ces idéaux jusqu'au bout et se sont sacrifiés pour eux. Et d'autres ont très mal tourné et parfois se sont servis justement de ceux qui sont sacrifiés, qui étaient morts, qui ne pouvaient plus rien dire, comme de caution à leur dérive en fait. Donc qu'est-ce qu'on fait avec la mémoire aussi? Ça c'est pareil dans les thèmes qui me passionnent quand on parle d'histoire avec un grand H, c'est la mémoire. Quelle mémoire on entretient? Quel est notre rapport au passé? Est-ce qu'on essaye avant tout de tirer des leçons du passé? Ou est-ce qu'on essaye de s'en servir pour justifier ce qu'on fait dans le présent? Okay. Et ça m'intéresse beaucoup. Écoute, voilà. Ça sera le mot de la fin, Estelle. Merci beaucoup. C'est donc en fait Les Révoltés de Bohème est une sorte un concentré de réflexion sur l'idéal, en fait ce qu'on cherche à transmettre au monde, je pense, à laisser au monde et à qu'est-ce qu'on veut construire. Donc écoute, très beau roman. Voilà, c'est le rapport à la révolution, c'est forcément un rapport à nos idéaux et ce qui nous pousse en fait. Exactement. Voilà. Super. Merci beaucoup à toi. C'était une très chouette interview. Bon Imaginal, profite bien. Merci. Quant à vous, n'hésitez pas à commenter et à vous abonner sur la chaîne pour voir d'autres interviews des Imaginales.